Bonjour, bienvenue dans Géopolitis. Vivons-nous dans une époque qui rappelle les années 30. Au sommaire, ces mouvements d'extrême droite aux États-Unis qui s'affirment au grand jour, les actes de violence aux quatre coins de l'Europe revendiqués par des groupes se réclamant du fascisme. Quels sont les liens, les connexions au sein de cette galaxie de l'ultra-droite, souvent raciste, anti-système, anti-élite? Quelles menaces sur les démocraties libérales? Avec notre invité, nous nous interrogerons sur la filiation entre les extrémistes d'aujourd'hui et le fascisme historique. Et à ce propos, notre document « Comment Benito Mussolini a pu galvaniser tout un peuple dans l'Italie des années 20 ». Le fascisme est-il de retour? Nous nous sommes posé beaucoup de questions à Géopolitis, et vous aussi sans doute, en assistant à l'invasion du Congrès de Washington par ces bandes bariolées hirsutes le 6 janvier dernier. Rêvaient-ils du grand soir, ces militants pro-Trump avec leurs drapeaux et leurs t-shirts, mélange de conspirationnistes, anarchistes, antisystèmes, sécessionnistes, suprémacistes, néo-nazis et autres adeptes du mouvement QAnon? Il y a eu tout de même 5 morts à Washington ce jour-là, et l'espace de quelques heures, nous avons vu vaciller la démocratie, même la plus grande, même la plus puissante. Ces images, ces violences nous ont évidemment renvoyés à d'autres événements récents. À Berlin, au mois d'août dernier, le Bundestag assiégé par des manifestants sympathisants de l'extrême droite allemande. Et puis aussi à Paris, le saccage de l'Arc de Triomphe en décembre 2018, en marge des manifestations des Gilets jaunes. Il y avait aussi, parmi ceux qui ont été appréhendés, des militants de l'ultra-droite en France. Alors peut-on tirer des parallèles entre ces révoltes contemporaines et les faisceaux de combat surgis dans l'Italie des années 20 sous l'impulsion de Mussolini? Quelles similitudes et quelles différences avec les jeunesses hitlériennes galvanisées par Hitler contre le grand complot de la juiverie internationale, selon le vocable de l'époque? Pour répondre à ces interrogations, l'historien Marc Lazare, professeur à Sciences Po Paris, nous rejoindra dans Géopolitis tout à l'heure. Et pour nous rappeler aussi que les populismes contemporains ne sont pas un monopole de l'extrême droite. Mais pour commencer, cette chronique tout en images signée Olivier Colère, avec au montage Laurent Awert. La police débordée, hier à Washington, obligée de reculer. Le Capitole est pris d'assaut par les partisans de Donald Trump. Fenêtres brisées, ils pénètrent dans ce temple de la démocratie américaine. Les bureaux du Congrès sont saccagés, violence à tous les étages. J'ai grandi en Autriche. Je suis très conscient de la nuit de cristal. Mercredi a été la nuit de cristal ici même aux États-Unis. Le cristal brisé, c'était les fenêtres du Capitole des États-Unis. Petit village du canton de Saint-Gall, Unterwasser est devenu malgré lui célèbre samedi 15 octobre 2016. Ici s'est déroulé le plus gros concert néo-nazi de toute l'Europe. Des chasses à l'immigré improvisées en plein cœur de Chemnitz, troisième ville de Saxe, fief de l'extrême droite allemande, autrefois appelée Karl-Marx-Stadt. Et devant la statue de Karl Marx, des saluts nazis pour dénoncer la mort d'un Allemand de 35 ans, poignardé par 2 réfugiés originaires de Syrie et d'Irak. La constitution italienne interdit la reformation du parti fasciste. Pourtant, Casapande affiche clairement son idéologie et attire de plus en plus. 6 000 militants, 20 000 inscrits, une centaine de sièges répartis dans le pays avec un seul slogan, l'Italie aux Italiens de race. Moi je travaille sur les chantiers tous les jours, espèce d'ordure. T'es qu'une merde. C'est une révolte qui se prétendait apolitique, rassemblant des Français loin des partis ou des syndicats. Mais dans cette foule de gilets jaunes, on trouve pourtant des militants très politisés et très radicaux. Samedi dernier, on pouvait par exemple croiser sur les Champs-Élysées Ivan Benedetti, une figure de l'extrême droite insurrectionnelle. C'est chaud, c'est chaud. Ça ressemble à un putsch que vous voulez faire. Vous arrivez devant l'Élysée, vous faites quoi? On rentre dedans. L'une des séquences maîtresses du dictateur est évidemment cette séquence où Hinkel, évidemment Hitler, joue avec le globe, joue avec le monde.
on va le détruire tranquillement, on va en faire notre chose, et tout d'un coup... Bonjour Marc Lazare. Bonjour. Merci de nous accompagner dans Géopolitis depuis Paris. Vous êtes historien, professeur à Sciences Po, spécialiste de l'époque fasciste et des mouvements populistes contemporains. Marc Lazare, est-ce qu'on était trop loin en faisant collisionner ces images de la prise du Capitole à Washington, de l'assaut du Capitole à Washington le 6 janvier dernier, les déprédations commises en marge des manifestations des Gilets jaunes à Paris il y a 2 ans, et puis ces manifestants de l'ultra-droite européenne un peu partout en Europe? Oui, je crois qu'il faut faire un peu attention. Je comprends que vous ayez présenté ces images parce qu'elles nous disent quelque chose quand même. C'est qu'on assiste dans un certain nombre de pays de démocratie occidentale à l'expression de manifestations de plus en plus violentes. Leurs origines sont certainement différentes, mais ça nous fait remarquer que par rapport à une période des années 1970-1980 où il y avait beaucoup de violences politiques en France, en Italie, en Allemagne, parfois aux Pays-Bas d'ailleurs aussi un peu auparavant, on avait pensé qu'il y avait une forme de reflux d'illégitimité de la violence politique. Bien sûr, il y avait de temps en temps des petits accès de fièvre, mais globalement, on pensait que nos démocraties avaient tendance à se pacifier. Et là, on voit l'expression effectivement de mécontentement, encore une fois pour des raisons différentes. Je ne crois pas qu'on puisse mettre ensemble, par exemple, les Gilets jaunes et ce qui s'est passé le 6 janvier dernier à Washington, ou de faire allusion aux terribles violences nazies des années 30. Ce n'est pas exactement la même chose, mais en même temps, c'est l'expression sans doute de colère d'un côté, de colère sociale, et aussi de processus de radicalisation politique avec des formes d'instrumentalisation. Vous voulez dire peut-être que les assaillants du Capitole en janvier dernier n'avaient pas l'intention, n'avaient pas l'objectif de renverser le pouvoir? Alors, il faudra déterminer cela. Il y a des enquêtes, bien sûr, judiciaires qui sont en cours aux États-Unis. Les historiens qui, d'ailleurs, ont déjà proposé des interprétations de cet événement, qui est un événement sidérant, un événement mondial. On a tous suivi ça quasiment en direct. Il faudra dire s'il y avait une véritable opération, une pensée calculée, stratégiquement orientée pour prendre le pouvoir. Est-ce que c'est l'équivalent de la prise du Palais d'Hiver par les bolcheviks en Russie en 1917? Est-ce que c'est l'équivalent de la marche sur Rome de Mussolini en octobre 1922, je crois qu'il faut faire très attention à ça. Par exemple, si on fait la comparaison avec les bolcheviks en Russie, les révolutionnaires russes, avec les fascistes italiens, là, il y avait une opération qui était claire et nette, une volonté de prendre le pouvoir, un parti bien organisé, avec des formes militarisées. Dans le cas du Mussolini en 1922, d'ailleurs, c'est permis une pression, en quelque sorte, des chemises noires italienne pour contraindre le roi à appeler Mussolini légalement à la présidence du Conseil. Du côté des États-Unis, ce à quoi on assistait, c'est d'un côté un président américain qui appelle ses fanatiques, ses troupes à aller vers le Capitole, et puis, vous vous en souvenez, qui à un moment donné dit non, il faut rentrer chez vous parce que ça va trop loin. Et là, il est certainement débordé par des groupes plus ou moins organisés. Donc je ne crois pas qu'il y ait eu une tentative véritable de prise de pouvoir. Les historiens devront nous le dire prochainement, lorsque les archives seront ouvertes, lorsqu'on aura des enquêtes. Mais ça nous montre aussi un autre élément qu'il ne faut jamais oublier, c'est les capacités de résistance de la démocratie américaine. Car à un moment donné, les institutions, et à commencer par le vice-président des États-Unis, a refusé de céder à la contrainte de la rue. Il y a tout de même des connexions, non, entre cette galaxie de l'ultra-droite américaine, dont une partie des membres étaient justement au Capitole, et puis ces activistes agissant en Europe? Oui, certainement. Il y a certainement des liens, il y a certainement des liaisons, il y a certainement des transferts d'expérience. Et là encore, les historiens dans le futur pourront faire un travail très approfondi. Et incontestablement, ces images, d'un côté, ont choqué,
pour la plupart des démocrates dans le monde, à commencer par les États-Unis, mais certainement un certain nombre de groupes de l'ultra-droite, comme vous dites, radicalisés en Europe, peuvent se dire qu'ils ont là une source d'inspiration pour des actions violentes en France, en Italie ou en Allemagne ou dans d'autres pays européens. Je pense d'ailleurs que ces groupes sont actuellement très surveillés par les services de renseignement, par les services de police, parce qu'on se rend compte que ces petits groupes sont particulièrement actifs sur les réseaux sociaux d'un côté et qu'ils peuvent maintenant passer à l'action dans certains cas. Entre cette galaxie des populismes et le fascisme historique, où vous, l'historien, mettez-vous la frontière ? Alors, je crois qu'il faut effectivement faire très attention. Il y a des groupes ultras aux États-Unis, en Europe, qui, depuis la fin du fascisme, c'est-à-dire la fin de la Seconde Guerre mondiale, se réfèrent encore au fascisme, certains ouvertement au nazisme et à Hitler, beaucoup à Mussolini et au fascisme. D'ailleurs, chaque année, en Italie, il y a des commémorations dans la ville de naissance de Mussolini qui rassemble des milliers de fascistes italiens. Et on voit encore récemment, la télévision italienne nous a montré, ou sur les réseaux sociaux, on a vu des manifestations de jeunes fascistes qui font le salut romain. En Grèce, il y a un groupe qui s'appelle Aube Dorée, qui est ouvertement un groupe nazi, de 6 à 7, avec 6 ou 7% parfois d'intention de vote. Donc c'est tout à fait important. Mais je crois qu'il faut faire très attention. C'est un vrai débat qui est ouvert aujourd'hui chez les chercheurs, chez les historiens, chez les politologues et chez vous, les confrères journalistes. Est-ce qu'on assiste à un retour du fascisme ? Je crois qu'il faut faire très attention à ça, parce que le fascisme, c'est quand même une certaine doctrine, et une doctrine de l'État. Et beaucoup de ces mouvements de type populiste, en général, ne sont pas tellement pour un renforcement de l'État. Sur le plan économique, ils sont plutôt des libéraux en termes économiques. Et puis, le fascisme, ça a été la combinaison d'un parti qui se présentait aux élections et de la violence de rue. Et puis surtout, le fascisme a un projet qui est un projet politique quasiment anthropologique. C'est prendre le pouvoir pour ensuite établir une dictature et enfin transformer l'humanité pour faire naître un homme nouveau. Alors, Marc Lazare, je vous propose de suivre ce sujet préparé pour nous par Juliette Galeazzi, et on poursuit cet entretien juste après. Hail Trump! Hail our people! Hail victory! Un discours ponctué d'un salut d'inspiration nazie à 2 pas de la Maison-Blanche. Lui, c'est Richard Spencer, le chef de file de la droite alternative aux États-Unis. L'alt-right se sent pousser des ailes. Donald Trump vient d'être élu président des États-Unis et il a choisi comme conseiller stratégique Steve Bannon. Steve Bannon qui ne cache pas sa proximité avec cette extrême droite américaine. Il propage ses idées antisystème et souvent racistes à large échelle grâce à la plateforme d'information Breitbart qu'il a créée. Comme lui, l'ultra-droite cherche à regrouper différents groupuscules. Tous sont persuadés que les Blancs sont menacés d'extinction, utilisent une rhétorique identitaire et les appellent à la haine. Aux États-Unis, 940 groupes, groupuscules ou milices qui se disent prêts à prendre les armes ont été recensés en 2019. Je suis prêt pour la guerre et des conflits civils, une attaque nucléaire de la Corée du Nord, de la Russie, une invasion étrangère ou même de notre propre gouvernement s'il tournait ses armes contre le peuple dans le but de le désarmer. Le nombre de mouvements radicaux a presque doublé en 20 ans. Parmi eux, on retrouve aussi bien les Proud Boys que le Ku Klux Klan. Leurs manifestations dégénèrent souvent, comme ici à Charlottesville en 2017, quand l'ultra-droite affronte des militants antifascistes. Une attaque à la voiture bélier menée par un jeune suprémaciste blanc a fait un mort et 19 blessés. Un acte loin d'être isolé alors que les idées d'extrême droite et l'antisémitisme circulent toujours plus par-delà les continents, sur les réseaux sociaux et à travers les relations personnelles. Je leur réponds, j'en suis ravi. En Europe, menaces et actes à caractère xénophobe se propagent de façon décomplexée à partir de 2015. En réaction aux attentats menés par des terroristes islamistes et sur fond de crise migratoire. En France, en Belgique, en Autriche
en Allemagne et dans les pays de l'Est. Marc Lazare, à côté de ces groupes ultras, il y a en Europe une extrême droite parlementarisée, quasi institutionnalisée parfois, qui est parvenue au pouvoir. Est-ce selon vous un danger pour nos démocraties libérales? Je crois qu'on peut dire oui. Et c'est paradoxal parce que ces organisations de populisme de droite qui sont représentées au Parlement, la Ligue en Italie par exemple, le Rassemblement national en France et beaucoup d'autres organisations, aujourd'hui se présentent comme les meilleurs démocrates. Ça, c'est la grande différence avec le passé, parce que leurs ancêtres, si j'ose dire, les populistes de droite des années 30, par exemple, prétendaient abattre la démocratie. Pour eux, ils la détestaient, et ils le disaient, ils détestaient le Parlement, ils détestaient la démocratie libérale et représentative. Ils affirmaient qu'ils voulaient faire une dictature. Aujourd'hui, ces formations disent qu'elles sont les meilleurs démocrates, qu'ils sont au service du peuple. Alors on peut se dire, en quoi représente-t-il un danger pour la démocratie? Eh bien, autant ils prétendent respecter la démocratie, autant ils ont tendance à vouloir bousculer les institutions. Et pourquoi veulent-ils bousculer les institutions? Parce qu'ils considèrent qu'ils représentent le peuple. Et puisqu'ils représentent le peuple, et qu'ils ont parfois bénéficié de ce qu'on peut appeler l'onction du suffrage universel, eh bien, ils sont décidés justement à faire en sorte que cette souveraineté populaire soit sans limite. Et puisqu'ils prétendent incarner le peuple, eh bien donc ils ont raison, ils n'acceptent pas la conflictualité, ils n'acceptent pas à cet égard le respect de l'adversaire qu'ils transforment en ennemi. Et en ce sens-là, il y a une possibilité de danger pour la démocratie, incontestablement. Est-ce que le fait que Donald Trump n'ait pas été réélu, ça va marquer un coup d'arrêt? Alors ça, c'est une des grandes questions, parce que effectivement, l'échec de Donald Trump représente un coup pour les populistes de droite qu'il avait soutenus. Madame Marine Le Pen en France, jusqu'au dernier moment, a attendu pour reconnaître la victoire du candidat démocrate Joe Biden. Matteo Salvini en Italie a fait campagne pour Donald Trump. Alors l'échec de Donald Trump, effectivement, les oblige à réfléchir sur leur stratégie. Et du coup s'ouvre un certain nombre de débats à l'intérieur de ces formations sur le type d'orientation politique à donner. Mais en même temps, ils sont confortés par quelque chose. Il y a eu 74 millions d'électeurs en faveur de Trump. Et donc, il y a une assise sociale, il y a une assise politique. Et ils se disent qu'eux aussi doivent véritablement créer ces racines dans les différentes sociétés pour pouvoir prospérer. Il y a une crise sociale aussi donc, qui se profile avec le Covid, qui va être un terreau fertile, non ? Exactement, et je crois qu'il ne faut pas du tout enterrer les populistes au prétexte que Donald Trump a perdu. Certains observateurs disent, regardez, les populistes européens qui se référaient à Donald Trump vont connaître un moment de déclin. Moi, je serais beaucoup plus prudent. Le populisme a maintenant une longue histoire, il est enraciné dans nos sociétés, et effectivement, la situation économique et sociale caractérisée, marquée par l'impact de l'épidémie et qui certainement signifiera beaucoup plus de chômage, beaucoup plus d'inégalités, beaucoup plus de frustration, sera du pain béni pour ces formations de populistes qui vont exploiter, exacerber ces protestations et ces rancœurs. On pourrait aussi poser la question du populisme de gauche, mais on n'a pas le temps, donc je passe directement à ma dernière question. Est-ce que ces populismes, au fond, ne posent pas la question de la légitimité de la représentation démocratique et de la légitimité des élites qui nous gouvernent ? Absolument. La légitimité des gouvernants, la légitimité de nos démocraties est posée. Il y a une forme d'épuisement de la démocratie libérale et représentative dans tous nos pays, incontestablement. Et surtout, il y a un problème de confiance. Une grande partie des électeurs, de la population, a une forme de défiance à l'égard des institutions et des responsables politiques. Mais voyez-vous, on insiste souvent sur cette dimension de la défiance. Mais il y a aussi maintenant une défiance, voire une méfiance de la part des responsables politiques à l'égard des populations. Et par conséquent, cette double défiance doit être absolument résorbée si on veut rénover les institutions démocratiques. En quelque sorte, je dirais, il ne faut pas laisser le monopole de la revendication démocratique, celle que justement proclament les populistes, à ces mêmes populistes. C'est aux responsables actuels, à la classe politique, aux responsables politiques, de repenser nos démocraties. C'est une question qui devient urgente.
Merci Marc Lazare, c'est un plaisir de vous recevoir dans Géopolitis depuis Paris. Bonne suite à vous. Merci à vous. Matteo Salvini en Italie, Marine Le Pen, l'AfD en Allemagne, Viktor Orban en Hongrie et d'autres figures en Europe de l'Est, aux Pays-Bas, en Scandinavie, sont arrivés au pouvoir ou sinon aux portes du pouvoir en surfant sur une vague populiste. Ils incarnent la montée en puissance de cette ultra-droite, désormais décomplexée, nationaliste, voire même ouvertement raciste. Le point avec Jean-Philippe Chalère et Thibio Caccioli. Des images de sinistre mémoire. Cette attaque en août dernier contre le Parlement allemand, incendié par les nazis en 1933. Cette fois, ce sont les anti-masques, infiltrés par le mouvement d'extrême droite AfD et des néo-nazis qui brandissent le drapeau du Reich. Une manifestation qui suscite la colère du président allemand. Quiconque marche indifféremment aux côtés de néo-nazis, de xénophobes et d'antisémites est complice de ces personnes. Mais ce nouveau cheval de bataille qu'est la lutte anti-masque ne doit pas faire oublier la principale cible de l'extrême droite allemande, les migrants. Et aussi la résurgence de l'antisémitisme. Sombre écho à Rome, début janvier, avec ces centaines de militants d'extrême droite faisant le salut fasciste. En hommage à 3 des leurs assassinés dans des circonstances mystérieuses en 1978. Un rassemblement organisé entre autres par Fratelli d'Italia, le mouvement post-fasciste de Giorgia Meloni, qui fait de l'ombre à Matteo Salvini depuis qu'il a dû quitter le gouvernement à l'été 2019. Génération identitaire. En France, le mouvement d'ultra-droite Génération Identitaire est menacé d'interdiction après ses opérations médiatiques contre les réfugiés dans les Alpes il y a 2 ans et la semaine dernière dans les Pyrénées. Des adeptes de la théorie du grand remplacement défendus par leur porte-parole. Par exemple, quand je prenais le métro pour me rendre à la faculté, je pouvais observer le remplacement de population quand je devenais la seule blanche présente dans la rame. Une thématique dont veut se démarquer le Rassemblement national, pourtant anti-migrant dans son ADN. Avec Marine Le Pen, qui entend maintenant surfer sur la vague de protestations aux mesures anti-Covid, en espérant que ça lui ouvre finalement les portes de l'Élysée dont elle serait proche, si l'on en croit un dernier sondage qui lui donne 48% au 2e tour. Et pour boucler la boucle, un document. Il y a 50 ans, en Italie, le Fronte Nazionale avait fomenté un coup d'État. Benito Mussolini était alors, et il est encore aujourd'hui, on l'a vu, un héros et un modèle dans une frange de l'opinion publique italienne. Le magazine Temps Présent de la télévision suisse s'interrogeait déjà, à cette époque, il y a 50 ans, au sujet de la résurgence du fascisme. C'est notre rubrique « Ce jour-là ». E questo popolo italiano è pronto a indossare lo zaino! Come tutti i popoli giovani, non teme il combattimento ed è sicuro della vittoria! Dans l'Italie déchirée de 1919 surgit un mouvement hétéroclite, les faisceaux de combat. Ce mouvement a un journal, le Popolo d'Italia, et un chef, Benito Mussolini. En octobre 1922, Mussolini décide de conquérir le pouvoir. 40 000 fascistes marchent sur Rome, qui tombe comme un fruit mûr. Mussolini est maître du pouvoir. L'Italie est subjuguée par le Duce, qui incarne l'ordre et l'anticommunisme. Pendant 20 ans, les Italiens vont vibrer aux incantations de Mussolini. Ignorava la scrittura, con la quale tramandare i documenti della propria vita in un tempo in cui Roma aveva Cesare, Virgilio ed Augusto.
1938, Mussolini est subjugué par Hitler. Le fascisme, désormais, va lier son sort à celui du Troisième Reich. Mai 1939, Mussolini et Hitler signent le pacte d'acier. Le fascisme et le nazisme s'allient pour préparer la guerre. Quelques prolongements comme d'habitude et un peu de lecture avec cet ouvrage « Peuplocratie, la métamorphose de nos démocraties » co-réalisé par notre invité aujourd'hui Marc Lazare et Ilvo Diamanti. Ça a été publié chez Gallimard en 2019. Dans le magazine Tout un monde de nos amis de la Première sur les ondes de la radio-télévision suisse, l'ex-premier ministre italien analysait l'impact de Donald Trump sur les dirigeants populistes européens, une émission du 19 janvier dernier à retrouver sur le web. Je crois que les réactions des dirigeants européens populistes ont été les réactions de ceux qui ont vécu 4 ans incroyables parce qu'ils ont eu un grand allié à la Maison-Blanche. Ils pouvaient tenir des comportements, des ruptures qui les aidaient beaucoup, qui étaient en toutes sortes une espèce de légitimation aussi de tout ce que les populistes européens étaient en train de faire. Voilà, la semaine prochaine, nous aborderons les inégalités révélées, amplifiées par cette pandémie qui appauvrit les plus fragiles et qui enrichit le club des milliardaires. D'ici là, prenez soin de vous. Merci de votre fidélité. Merci en régie, en rédaction, à ceux qui ont permis cette émission. À bientôt.